Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'un drame que le monde entier a vécu en direct à la télévision, la prise d'otage aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Munich, 43 ans déjà, mais les images de cette tragédie sont dans toutes les mémoires, comme celle d'un rêve olympique brisé. Lorsqu'à mi-parcours des compétitions, un matin de septembre, un commando de terroristes palestiniens a pris en otage 9 athlètes israéliens dans leur résidence du village olympique. Pour seul épilogue, après une journée d'angoisse, un bain de sang sur le tarmac d'un aéroport, à quelques centaines de mètres des caméras et des micros des journalistes du monde entier. Et puis cette image symbole du drame, le terroriste que l'on voit faire le guet, cagoulé sur un balcon du village olympique, c'est la terreur par le sang et par l'image. Puis viennent les mots dans toute leur brutalité, l'information. Ils ont assassiné 11 membres de l'équipe israélienne. Ils ont décimé la délégation de l'État hébreu. Quel choc, quel traumatisme. Un acte de guerre, une tache indélébile sur cette métaphore de la paix que sont les Jeux Olympiques. Cet événement, par voie de conséquence, marquera aussi une prise de conscience face au danger du terrorisme qui agit partout et qui ignore toute notion de sanctuaire. La preuve. Correspondant de l'AFP sur place au moment des faits, Charles Bietri est le journaliste français qui a révélé l'information au monde entier. Il est l'ancien directeur délégué de la chaîne sportive beIN Sport. Il fut le grand Manitou des sports sur Canal+. Il est notre invité. Je vous rappelle que l'AFP est notre partenaire une fois par mois, en l'occurrence aujourd'hui. Affaires sensibles, une émission de France Inter, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production Léa Dupouyen-Quin et Ida Baudy. Coordination Christophe Barrère. Lecture Anne Bourgeois et Philippe Pirard. Réalisation Coyen Guyenne et Jérôme Chélius. Programmation musicale Thierry Dupin. À la technique aujourd'hui, Maxime Ingrand, Gaël Braouzek. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. « 26 août 1972, dans les allées du village olympique de Munich, l'ambiance est à la fête et chacun tient à exprimer l'enthousiasme qui est le sien. De son côté, l'Olympia Stadium, l'immense stade à la structure d'acier avant-gardiste qui doit accueillir les compétitions d'athlétisme, est bondé. Avec l'aval des organisateurs, certains spectateurs sont même entrés sans billets, quitte à être debout. Au total, on ne compte pas moins de 80 000 personnes, soit le double de la capacité de l'enceinte sportive. Chez eux, devant leur poste de télévision, 850 millions de téléspectateurs du monde entier suite à cette cérémonie d'ouverture des 20e Jeux Olympiques d'été. Vers 14h, la cérémonie débute dans la clameur populaire, loin du faste des précédentes éditions, tel que l'ont décidé les autorités ouest-allemandes. Premier événement symbolique, l'entrée en piste des 121 délégations. Puis, une fois que tous les participants sont enfin installés sur les pelouses du grand stade, les représentants officiels prennent la parole à la tribune. Le premier d'entre eux, c'est Willy Daume, l'architecte du projet, celui qui voulait faire de Munich les Jeux Olympiques du XXIe siècle. Willkommen, olympische Gäste aus aller Welt, Athleten, soyez les bienvenus, invités olympiques du monde entier. Die Stunde, auf die wir uns vorbereitet und gefreut athlètes, haben, assistants, ist da. spectateurs, Mögen uns amis de la fête olympique. nun die Spiele Fröhlichkeit Voici enfin schenken, l'heure tant attendue dans la joie. Spannung, Puissent ces Jeux nous offrir de l'allégresse, ein wenig Rührung des performances und exceptionnelles, Würde. peut-être parfois Wir wünschen de l'émotion et de la uns dignité. allen, wie auch ein jeder von Quelle que uns soit zum Sinn l'idée que chacun se fasse de l'esprit des Jeux, möge er, puisse-t-il wenn wir trouver auch pourtant, manchmal zu unseren Problemen même si nous n'avons à proposer à nos problèmes bedrückende Lösungen que anzubieten des haben, solutions incomplètes et möge er in fallacieuses, ihnen auch ein Fest der Hoffnung erkennen, une fête de dass l'espoir. die Menschen das Puisse Trennende l'humanité surmonter ses différends et trouver le chemin de l'estime und et de la compréhension. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les Jeux commencent, en apparence dans l'insouciance et l'euphorie qui les caractérise, celui d'une grande fête du sport et des peuples.
En apparence seulement, car depuis quelques années déjà, les événements sportifs sont devenus le théâtre, bien malgré eux, de manifestations politiques. Certes, la politisation de l'événement olympique par le pays hôte n'est pas un phénomène nouveau. Du reste, les autorités fédérales ouest-allemandes ne s'en cachent pas. L'enjeu autour des Olympiades est important et il dépasse de loin le cadre sportif. Pensez donc, il s'agit ni plus ni moins d'effacer les derniers stigmates de l'histoire allemande, ce fardeau que supporte la génération des années 70 outre-Rhin, la mascarade hitlérienne des JO de 36 et tout ce qui a suivi, bien sûr, les ténèbres pendant 6 ans. Mais Munich, c'est aussi la 3e ville d'un pays coupé en 2 par la guerre froide, un moyen pour la République fédérale de montrer son meilleur visage, celui de la brillante RFA, en avance sur la RDA communiste dans tous les domaines. Au-delà du cas allemand, les JO ont toujours servi de caisse de résonance à la marche et au soubresaut du monde. Souvenons-nous de Mexico en 1968, où sur le podium du 200 mètres, 2 sprinteurs américains avaient baissé la tête et levé leurs poings gantés de noir vers le ciel pour dénoncer la ségrégation raciale contre la population afro-américaine aux États-Unis. Souvenons-nous également des championnats d'Europe d'athlétisme en 1969 à Athènes, où on a vu la RFA boycotter les épreuves pour protester contre l'exclusion d'un de ses athlètes d'origine est-allemande. En 1972, Munich n'échappe pas à ce phénomène avec la controverse quelques semaines avant l'événement autour de l'invitation de la Rhodésie, pays accusé de promouvoir la ségrégation raciale. Plus tard, le Comité international olympique, le CIO, votera son exclusion pour éviter justement toute polémique. Témoin de premier choix de cette politisation croissante du sport, l'ancien secrétaire d'État français chargé de ce domaine, Maurice Herzog. Dans la mesure où le sport devient un fait social important, et qu'il intéresse tous les peuples de la planète, il est certain que les conséquences politiques du transport des sportifs, de l'entrée ou de la sortie de ces mêmes sportifs des pays où se tiennent les Jeux Olympiques, posera de plus en plus de problèmes. Il faut le reconnaître, c'est un fait. Il n'y a pas que l'acte sportif qui intéresse les peuples et les États, il y a aussi les conditions dans lesquelles s'effectuent ces gestes sportifs. Pourtant, au premier jour des Olympiades, à la fin de ce mois d'août 72, sur la piste et dans le village olympique, Munich semble comme épargné, déconnecté de cette réalité extérieure, préservé d'un monde alors empêtré dans la guerre froide, où les tensions au Proche-Orient également menacent à tout moment d'allumer la mèche d'une poudrière que précisément la moindre étincelle peut faire exploser. Il faut dire que dans leur souci de faire de Munich un grand événement et de faire table rase du passé, les dirigeants ouest-allemands ont tout fait pour que ces Jeux ne ressemblent à aucun autre. Pas d'imposante infrastructure de béton ou d'acier qui brille par son esthétisme, voire un brin de mégalomanie, non. Le village olympique de Munich, c'est plutôt la combinaison astucieuse de la fonctionnalité et du confort, symbolisé par ces petits immeubles bungalows blancs à 3 étages, à la forme de pyramide. Pensé pour être en autarcie à taille humaine, le village olympique permet aux athlètes de se préparer dans la plus grande sérénité. Une décontraction assumée qui se traduit par des mesures de sécurité réduites à leur strict minimum et même des gardiens du village désarmés. C'est l'Allemagne des cheveux longs, l'Allemagne un peu babacool, cool surtout et non violente. Mais la capitale bavaroise fait aussi sensation en proposant pour la première fois des innovations technologiques majeures dans l'histoire du sport. Le chronométrage manuel est définitivement abandonné au profit de systèmes électroniques. Des starting blocks anti-faux départ font leur apparition. Et enfin, des appareils optoélectroniques mesurent désormais la longueur des sauts et des lancers. Ainsi, de l'infrastructure jusqu'à l'organisation, en passant par les moyens techniques, Munich fait figure de jeux à part dans l'histoire de l'olympisme. Après une semaine de compétition, les épreuves filent et défilent avec leur lot de victoires et de déceptions. À l'Olympiahalle, par exemple, temple des épreuves en salle, l'effet soviétique de la gymnastique enchante le public et se couvre d'or. Tandis qu'en saut en longueur, c'est l'Allemande Rosendahl qui, devant son public, triomphe avec un saut à 6,78 m. Les États-Unis, eux, dominent les bassins de natation alors que l'URSS s'offre la plupart des médailles sur la piste d'athlétisme, signe que les Jeux sont encore une fois marqués par le duel à distance que se livrent les deux grands, toujours sur fond de guerre froide. Comment y échapper ? Toujours est-il qu'au soir du lundi 4 février, France Inter appelle Pierre Salviac, son correspondant à Munich. Oui, bonsoir, ici Munich. Cette journée qui s'achève ne nous a pas apporté de médaille. En athlétisme comme en natation, les Français ont encore été dépassés par les événements et cela devient hélas une habitude. Reste un espoir cependant en judo ce soir où Mounier, qualifié pour les demi-finales, doit nous donner une médaille de bronze.
Heureusement qu'il y a eu aujourd'hui à Munich de grands exploits pour nous faire oublier tant de déconvenus. Et l'événement, c'est bien entendu la 7e médaille d'or du nageur américain Mark Spitz, héros de ces Jeux Olympiques, qui s'est offert le luxe de battre au passage 7 records du monde. 7 records du monde. L'Américain Mark Spitz, qui nage plus vite et mieux qu'un poisson, permet effectivement à la délégation américaine de revenir dans la course à la première place que détient pour l'instant l'Union soviétique, 91 médailles. La France, elle, reste loin derrière, au 17e rang avec seulement 13 médailles. Mais au-delà des résultats, ce qui retient surtout l'attention à Munich, c'est l'ambiance de fête et de décontraction qui règne dans le village olympique, comme l'écrit l'historien Pierre Lagrue. Dans le village olympique, sportifs aux cheveux longs et sportives portant jupe à fleurs épousent la mode de ce début des années 70, empreint de liberté. Une boîte de nuit se trouve même au cœur du village et des idylles se nouent. Chacun déambule, en toute décontraction, devant un service de sécurité aussi débonnaire qu'absent. Pour le président du comité d'organisation des Jeux, Willy Dahomey, le succès semble incontestable. L'Allemagne de l'Ouest est au rendez-vous, comme elle l'avait promis à Rome 6 ans plus tôt lors de l'attribution des JO. À ce moment-là, chacun est bien loin d'imaginer le drame qui va se nouer au cœur même du village olympique dans les heures qui suivent. Un drame qui bouleversera à jamais l'histoire de l'olympisme et l'histoire du monde. Mardi 5 septembre, 11e jour des Jeux Olympiques. En pleine nuit, sur les coups de 4 heures du matin, un petit groupe de 8 individus, vêtus de survêtements, tenant chacun un sac de sport, escalade les grilles pour pénétrer dans l'enceinte du village olympique. Sur leur route, ils croisent des employés qui vont prendre leur service. Ils rencontrent aussi d'autres athlètes qui pensent avoir affaire à des fêtards, rentrés comme eux du centre-ville après une soirée bien arrosée. Car à Munich, la fête est partie prenante des Jeux Olympiques. Le soir, chaque soir, les athlètes font mûr et se rendent en ville. Mis à part leurs entraîneurs, personne ne semble se préoccuper des allées et venues nocturnes qui régissent la vie du village olympique. Dans cette ambiance, personne ne peut imaginer le projet qui pousse ces individus à investir en pleine nuit le cœur névralgique des Jeux. Mêlant calme et discrétion, le groupe, au sac bien rangé, traverse les cours des immeubles d'un pas soutenu, enjambant les haies, marchant sur les espaces gazonnés et prenant au passage la précaution absolue de vérifier que personne ne l'a suivi et qu'il n'a pas été repéré, ce groupe repéré depuis un balcon. Par cette nuit fraîche, tout le village olympique semble endormi et rien ne semble pouvoir venir briser cette quiétude. Après quelques minutes d'un parcours sinueux, les 8 individus arrivent sur la Koloniestrasse, l'une des artères principales du centre sportif, un endroit où sont logés une grande partie des athlètes. Les hommes marquent alors un temps d'arrêt, adossés à un véhicule, puis repartent au pas de course en direction du numéro 31 de la rue. C'est un petit immeuble blanc avec balcon, 3 étages, où sont logées les délégations d'Uruguay, de Hong Kong, ainsi que les 21 sportifs et les encadrants venus d'Israël. Dans le hall de l'immeuble, les hommes ouvrent tour à tour leurs sacs pour en vider le contenu. Il n'y a rien de sportif. Il y a des mitraillettes automatiques, des chargeurs, des pistolets ainsi que des grenades. Plus de doute possible, ces hommes constituent un commando qui prépare une action terroriste. Après un bref état des lieux, ils ciblent les portes des appartements des athlètes israéliens. Ils tentent de forcer l'ouverture. C'est finalement par le rez-de-chaussée qu'ils arrivent à entrer dans l'immeuble. Mais d'emblée, ils croisent l'un des arbitres israéliens, un homme désarmé, qui tente alors de barrer la route aux inconnus. Car il a compris immédiatement. Alors il hurle à ses camarades « Defedaïn, fuyez !» avant que les terroristes ne l'assassinent d'une rafale de 3 balles en pleine poitrine. À quelques mètres de là, se tient dans le couloir l'entraîneur d'haltérophilie de l'équipe israélienne, Tuvia Sokolovski. Il raconte la scène aux journalistes. Il était à peu près 4h15, et nous dormions lorsque j'ai entendu Yosef Gonfreund crier dans l'appartement. J'ai ouvert la porte de notre chambre et j'ai vu Yosef qui tentait de fermer la porte d'entrée sur un homme au visage peint en noir, qui tentait d'en forcer l'ouverture. Il tenait une mitraillette à la main. J'ai tout de suite compris pourquoi ces hommes étaient là. Aussi, je me suis précipité à la grande fenêtre que j'ai brisée grâce à une chaise. Puis pieds nus, habillé de mon simple pyjama, je suis sorti. À peine dehors, j'ai entendu des rafales de coups de feu et un cri de douleur. J'ai couru comme un fou vers le pavillon voisin pour tenter de m'y réfugier. Sur leur chemin, les terroristes, mitraillettes à la main, abattent l'un des lutteurs de l'équipe israélienne d'une nouvelle salve d'armes automatiques. Puis, ils rassemblent les autres membres de la délégation de l'État hébreu qu'ils ont pris en otage. Ils les mettent dans une pièce, ils les ligotent. Ils sont 9 Israéliens désormais détenus par ce commando. À côté, résultat d'un acte de guerre où par définition toute trace d'humanité est effacée, gisent les 2 corps ensanglantés de leurs compatriotes assassinés. À l'extérieur de l'immeuble, le calme règne.
Il faut attendre 4h45 pour que le poste de sécurité du village olympique soit prévenu par une femme de ménage. Celle-ci affirme avoir entendu des cris et des coups de feu dans l'immeuble de la délégation israélienne. Un agent de sécurité se rend sur place et aperçoit un homme cagoulé, arme à la main, derrière la vitre de l'appartement. Il prévient ses supérieurs et dans le quart d'heure qui suit, le bâtiment 31 de la Kodolichstrasse est bouclé par les forces de sécurité. Il est 5 heures du matin lorsque les terroristes envoient aux policiers un petit morceau de papier chiffonné sur lequel on peut lire: L'organisation palestinienne Septembre Noir exige qu'avant 9 heures, le régime militaire israélien libère 236 détenus révolutionnaires dont les noms sont indiqués dans les pages ci-jointes. Septembre Noir, la menace qui fait planer l'ombre de la mort sur la vie des otages israéliens porte désormais un nom. Celui d'un groupe terroriste palestinien qui a déjà fait parler de lui par le passé pour sa violence, son idéologie radicale et ses actions spectaculaires. Depuis qu'en septembre 70, le roi Hussein de Jordanie a réprimé et chassé les Palestiniens de son royaume, craignant qu'ils ne prennent trop d'influence sur ces terres, qu'ils arrivent à mettre en place une sorte d'État dans l'État. Mais c'est à Israël que les fédéistes s'en prennent. Dans les heures qui suivent, et dans une note distribuée aux agences de presse de plusieurs capitales arabes, le groupe expose les raisons de l'attaque contre le camp des athlètes israéliens de Munich. Nos forces révolutionnaires ont pénétré en force dans le pavillon israélien au village olympique de Munich pour obtenir que les autorités militaires israéliennes adoptent une attitude plus humaine à l'égard du peuple palestinien. L'occupation par les Israéliens de la Palestine a entraîné pour ses habitants l'application des méthodes les plus inhumaines et les plus systématiques de torture et de colonialisme. Cette situation, celle d'une persécution raciale perpétrée contre 3 millions de Palestiniens par Israël, ne peut pas rester impunie. De la même façon qu'aucun crime de l'humanité ne paye, cela ne payera pas. La victoire temporaire des Israéliens dans leur conquête de la Palestine ne leur donnera jamais le droit de représenter la Palestine occupée à un rassemblement mondial tel que les Jeux Olympiques. Qui sont donc ces terroristes de Septembre Noir? Remonter la piste de ce groupe et de ses motivations, c'est aborder une question historique complexe et hautement sensible, les tensions au Proche-Orient. Une zone géographique en pleine turbulence où depuis près de 20 ans, Palestiniens et Juifs s'opposent pour la légitimité et la reconnaissance de leur territoire. En 1967, c'est la guerre des 6 jours où l'armée israélienne, Tsahal, remporte une victoire éclair sur les armées de la coalition des pays arabes. Seul contre tous et avec l'appui politique et matériel des États-Unis, l'État hébreu mate ses ennemis en même pas une semaine. Dès lors, Israël occupe le Sinaï et la Cisjordanie et surtout Jérusalem-Est, ce qui provoque un afflux massif de réfugiés palestiniens dans les camps au Liban et en Jordanie voisine. En novembre de la même année, l'ONU vote la résolution 242 et exige la libération des terroristes occupés des territoires occupés par Israël en échange de la reconnaissance de la souveraineté de tous les États de la région. Mais Tel Aviv ne l'entend pas de cette oreille et refuse catégoriquement tout retrait. C'est dans ce contexte que se forme en 1970 l'organe appelé à exprimer la résistance palestinienne, l'OLP, Organisation de libération de la Palestine. Une structure à la fois politique et paramilitaire qui regroupe plusieurs mouvements dont les plus connus sont le Fatah de Yasser Arafat et le FPLP de George Habash. Face à des journalistes, leur porte-parole, Jamal Nasser, en explique l'idéologie et le combat. Les Palestiniens ont le droit à l'autodétermination. Si le monde entier n'est pas prêt à les aider, à conduire leur destinée, les Palestiniens, en combattant, trouveront cette destinée. Nous avons une cause juste. Nous avons été expulsés de notre pays. Nous avons notre problème. Nous voulons le résoudre. C'est un problème juste. Nous demandons au monde entier de comprendre qu'il y a une cause palestinienne. Pourquoi devrions-nous résoudre le problème des Juifs? Nous, à nos dépens. Nous n'avons rien contre les Juifs. Les Juifs ont le droit de vivre. Ils peuvent vivre avec nous, comme les êtres humains, mais pas comme des sionistes, pas comme un État sur notre propre terre. Pourquoi serions-nous les victimes du sionisme et de l'impérialisme? Nous combattrons. Nous sommes déterminés. Nous savons ce que nous voulons, et nous ne renoncerons pas. Et nous ne subirons pas le sort des peaux rouges. Personne ne peut contester notre cause, parce que notre cause est juste.
Cette cause juste, selon les Palestiniens, est défendue par des combattants qui font de la lutte contre Israël à tout prix le cœur de leur mission. On les appelle les Fédaïnes. Ce sont eux qui seront à l'origine des pages les plus sanglantes du terrorisme mondial dans la seconde partie du XXe siècle. Parmi ces groupes composés de Fédaïnes, il y a donc Septembre Noir. Autonome et incontrôlable, désavoué par l'OLP et par les États arabes, composé de près d'une centaine de combattants, le groupe va actionner le levier de la terreur à coups de détournements d'avions et d'attentats à la bombe pour tenter de convertir le monde à sa cause, la nécessité d'un État palestinien indépendant. Autre caractéristique de Septembre Noir, sa détermination, à l'image de la réponse de Shoshone Fedayeen quand des journalistes lui demandent si une autre solution est possible pour sortir du conflit. Il n'y a pas d'autre solution. Cela doit être la seule solution. Et quand les Israéliens comprendront cela, alors nous pourrons commencer à travailler avec eux. Et de construire un État démocratique. Mais aussi longtemps qu'Israël refuse le principe même d'un État démocratique pour tous, nous devons continuer à nous battre. C'est dans la perspective de ce combat pour la cause palestinienne et pour défendre leur territoire occupé par Israël qu'on retrouve 2 ans plus tard, en 1972 à Munich, les Fédaïnes de Septembre Noir, armes au poing, prenant en otage 9 membres de la délégation israélienne, assassinant 2 autres. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la prise d'otage aux Jeux Olympiques de Munich. Notre invité, c'est le journaliste Charles Pietri qui, pour l'AFP, avait couvert cet événement. C'est lui qui a donné l'information au monde entier. Nous lui donnerons la parole dans quelques minutes. À Munich, en ce lundi 5 septembre 1972, c'est l'état de siège. Les heures passent et la tension semble monter d'un cran sous l'œil attentif des caméras du monde entier. Peu de temps après l'annonce du raid, dans les premières heures du matin, le village olympique et les environs de la zone ont été hermétiquement bouclés par un important déploiement de policiers. La porte 6 vers le parc olympique sur la rue principale, seul accès possible vers le village pour les visiteurs, était désormais fermée, même pour les journalistes de presse et de télévision accrédités. Les nouvelles du meurtre et du raid se sont répandues comme une traînée de poudre dans le centre de presse de l'enceinte olympique. Au fil de la matinée, l'armée des badauds à la recherche d'informations n'a cessé de grossir. Vers midi, le ministre fédéral de l'Intérieur Genscher, le ministre de l'Intérieur bavarois Merck et le secrétaire d'État Kieslein sont arrivés escortés par de nombreux policiers. Le président de la police munichoise, Manfred Schreiber, qui est aussi le responsable de la sécurité pour les Jeux Olympiques, est en ce moment même présent au village olympique et participe activement aux négociations avec les terroristes. Le premier ultimatum des terroristes est fixé à midi, puis repoussé à 13h, et ainsi de suite. Les négociations semblent s'enliser. Du côté israélien, la première ministre Golda Meir échange par téléphone avec le chancelier de RFA, Willy Brandt. Dans cette affaire, la position de l'État hébreu reste inflexible. À aucun prix, Israël ne fera la moindre concession face au chantage des terroristes. Au même moment, dans le village olympique, le reporter de France Inter, Pierre Salviac, croise l'un des représentants de la délégation d'Israël présent dans l'immeuble au moment de l'assaut des terroristes. J'étais juste à l'extrême droite et ils ont pris les chambres de l'extrême gauche. Et j'ai reçu un coup de téléphone à 6h30, comme quoi d'Israël, la radio d'Israël, que je dois voir qu'est-ce qui se passe. Alors je dis, je sais rien, c'est rien passé. Je suis sorti à l'extérieur pour voir si vraiment il y a quelque chose. J'ai téléphoné au chef de mission pour voir, il n'y avait pas de réponse. Je suis rentré de nouveau, j'ai dit à la radio israélienne qu'ici, dans le village, il n'y rien passé. Parce que moi-même, je ne savais pas. Puis plus tard, je suis sorti encore une fois par un coup de téléphone d'un journaliste d'Israël qui me dit, mais il y a des blessés ou il y a quelque chose, il faut que je sorte voir qu'est-ce qui se passe. En sortant, j'ai rencontré le gars là, qui était maquillé en noir, l'arabe, était en train de parler avec une femme de l'organisation ici. Il m'a vu, je l'ai vu, mais je savais même pas que quelque chose est passé. Mais j'ai compris quand même qu'il y a ici quelque chose de plus grave. Alors je téléphonais à la police pour demander un peu des détails. Eux aussi, ils savaient pas beaucoup, mais ils ont dit quand même qu'il fut, pendant la nuit, attrapé quelques gars israéliens. Mais vous saviez à ce moment-là que certains de vos camarades avaient été tués ? Non, pas encore. À ce moment-là, je savais pas encore qu'il y avait quelque chose de grave. C'est rien que plus tard, vers midi, que j'ai entendu qu'il y a un de nos camarades qui a été tué et un autre qui a été blessé.
La police ouest-allemande semble débordée. Le préfet Schreiber a fait cerner le site en réquisitionnant des policiers en congé sommairement équipés qui n'ont jamais été formés pour opérer dans une situation de prise d'otage. Le contraste est saisissant entre ces 8 terroristes entraînés, surarmés et ces 200 policiers allemands inexpérimentés, sous-équipés. Et ce n'est pas le seul paradoxe, comme le soulignent de nombreux témoins présents à Munich. Parmi eux, l'écrivain suédois Per Olof Enquist. Jusqu'au bout, Munich montrait la contradiction des médias. On vivait une prise d'otage en direct, avec des bataillons d'assaut allemands munis de gilets pare-balles sous leurs survêtements, s'avancer en rampant vers l'immeuble assiégé, tandis que simultanément, on pouvait suivre les essais de compétition de canoë ou encore les épreuves de saut d'obstacles sur l'hippodrome. Les jeux ne semblaient pas vouloir s'arrêter, comme s'ils ne pouvaient pas. Plus étonnant encore, grâce aux nombreuses caméras de télévision, le public pouvait suivre en direct les manœuvres d'approche des tireurs d'élite de la police. Le tout jusqu'à la seconde où l'on comprit assez logiquement que dans leur forteresse assiégée, les terroristes arabes, eux aussi, regardaient les images et pouvaient suivre l'avancée de l'ennemi grâce à ses propres moyens de communication. Il faut attendre 16 heures en plein après-midi pour que le CIO décide, après une longue délibération, de suspendre les épreuves. Au même moment, les terroristes obtiennent du ministre allemand de l'Intérieur la promesse qu'un avion les transporte avec leurs otages jusqu'au Caire, en Égypte, lieu où les rejoindront les prisonniers censés être libérés par les autorités israéliennes. Les heures passent, le ministre de l'Intérieur de RFA est autorisé par les terroristes à pénétrer dans l'appartement pour voir les otages. Mais le commando reste intransigeant sur ses revendications. Vers 19h, le second acte de ce drame va se jouer, comme le raconte Jean Pézieux dans le journal de France Inter. La police allemande place des tireurs d'élite en plusieurs endroits, mais surtout sur le terrain militaire de Fürstenfeldbruck, où l'accord prévoit que les membres du commando et leurs otages s'embarqueront vers un pays arabe, l'Égypte en l'occurrence. Au village, la police fait évacuer tout le monde près du bâtiment israélien et balise un itinéraire. Et enfin, vers 9h, on voit sortir les terroristes qui montent dans un car militaire, lequel s'arrête près de 3 hélicoptères qui décollent vers le terrain d'aviation. Il y a des officiels allemands à bord et chaque pilote est surveillé par un Palestinien armé. Les 3 hélicoptères prennent la direction de la base aérienne de Fürstenfeldbruck, à 20 km au nord-ouest du village olympique. Après quelques minutes de vol, les appareils se posent. Place désormais à l'épilogue de cette journée, il s'annonce tragique. Il est 10h moins le quart. Le 3e hélicoptère, celui à bord duquel se trouve le ministre allemand de l'Intérieur, à peine arrivé, redécolle. 2 Palestiniens sortent des hélicoptères pour se diriger vers l'appareil de la Lufthansa qu'ils comptent emprunter pour se rendre au Caire et pour vérifier que tout est prêt. Des coups de feu éclatent, ouverts par les tireurs d'élite allemands sur les fédayines qui surveillent les otages. Les 2 hommes qui se dirigeaient vers l'avion rebroussent chemin. L'un mitraille les otages dans la cabine de l'un des hélicoptères, tandis qu'un autre jette une grenade dans la seconde cabine. Tous les otages sont tués. Une longue fusillade, elle durera plus de 2 heures, s'engage entre le commando et la police. Un fédayine parvient à s'enfuir, il sera rattrapé, apprend-on ce matin, et tué par la police. 3 autres commandos, blessés, sont faits prisonniers. Dans l'incompréhension totale qui règne du côté de la base aérienne, la radio allemande, qui se base sur le témoignage d'un membre de la police, annonce la libération des otages. Information qui sera reprise par les médias du monde entier. On pense alors que le pire a été évité à Munich. Mais dans les heures qui suivent, en pleine nuit, à 2h16 exactement, les téléscripteurs de l'agence France Presse se mettent à crépiter pour annoncer au monde la terrible vérité. Tous les otages israéliens sont morts, assassinés par les terroristes palestiniens pendant les échanges de coups de feu avec les forces de police allemandes, immédiatement accusés d'impréparation, un échec sur toute la ligne. Le lendemain à Munich, le village olympique se réveille dans la douleur. L'atmosphère est pesante, épouvantable, on l'imagine. Certains viennent d'apprendre le dénouement dramatique de la veille. La télévision passe en boucle les mêmes images, celles du balcon de l'appartement où a eu lieu la prise d'otage. La radio, elle, diffuse et rediffuse les mêmes déclarations venues du monde qui condamnent un tel acte. Parmi elles, celle du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et aux loisirs, Joseph Comitti, premier membre du gouvernement français à réagir. Pour ma part, je pense que, quels que soient les conflits, quelles que soient les motivations des hommes, je suis de ceux qui croient que la fin ne justifie pas les moyens, car les moyens, à un moment donné, peuvent faire que la fin, qui pouvait paraître un objectif louable, devient méprisable.
À ce moment précis, une seule question revient dans les débats et les esprits. Les Jeux doivent-ils et peuvent-ils continuer ? La réponse arrive peu après 10 heures dans le grand stade olympique à la fin de la cérémonie funèbre. Lorsque le président du CIO, Harry Brundage, à quelques mètres seulement du chancelier de RFA, Willy Brandt, et du représentant de la délégation israélienne, Samuel Laklin, déclare « Il nous est impossible de permettre à une poignée de terroristes de détruire ce noyau de coopération internationale et de bonne volonté que constitue le mouvement olympique. Dont acte. » Puis il ponctue son discours par des mots qui feront date. « Les Jeux doivent continuer. » La foule qui s'est rassemblée applaudit longuement. L'orchestre joue du Beethoven. Les Jeux reprennent un peu plus de 24 heures seulement après avoir été interrompus. The show must go on. Certes. Mais plus personne n'a la tête au sport. Comme en 1936, Munich entre dans un dernier simulacre de l'olympisme où cette fois c'est l'idéologie de l'argent qui l'emporte sur le reste. Il faut jouer les Jeux. Le soir même, un match de football Hongrie-RFA se déroule dans un stade à moitié vide. Preuve qu'à Munich, le cœur n'y est plus. Le lendemain, dans le quotidien Le Monde, du mercredi 7 septembre 1972, on peut découvrir, en page 3, un dessin de Chaynesse, son premier pour le quotidien et le premier en couleur dans l'histoire du journal. On y voit l'emblème des 5 anneaux entrelacés de l'olympisme, celui-là même censé représenter l'union des 5 continents. Il apparaît comme en apesanteur sur un fond blanc. Les anneaux sont de couleur noire, couleur de deuil, à l'exception du dernier, à droite. Celui-là est rouge, comme s'il saignait. Des anneaux olympiques et du sang, ou la théorie des contraires, résumé du destin tragique des JO de Munich. Bonjour Charles Bietri. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer cet entretien sur ce drame de Munich, je voudrais signaler quand même que 2 ans après les JO, la RFA et surtout Munich, avec la finale, organiseront une Coupe du Monde de football réussie, celle qui révélera l'une des plus belles équipes de tous les temps, peut-être la plus belle, l'équipe de Hollande. Alors c'est une autre histoire bien sûr, mais ce fut une revanche pour la RFA qui a tant souffert des Jeux de Munich. Donc, vous étiez à Munich, vous avez livré l'information, vous étiez à l'AFP. Déjà, qu'est-ce que ça vous a rappelé d'entendre tout cela ? Parce que vous l'avez vécu. Moi, j'ai tenté de le raconter, mais j'y étais pas. C'est la grande différence entre nous deux. Oui, ça m'a remis un petit peu dans une chape de plomb, parce que cette journée-là, du 5 septembre, et la nuit qui a suivi, c'est un événement qui vous marque à vie, même si vous n'êtes qu'un jeune journaliste de l'AFP. Et donc, c'est jamais sorti de ma mémoire. Et tous les 2 jours ou tous les 3 jours, il y a toujours une image qui revient. Mais là, d'entendre votre évocation, qui est rudement bien faite, si je peux dire, ça me remet... Voilà, je repars 40 ans en arrière, ou 43 ans en arrière. Je retrouve ces situations-là qui sont extrêmement émouvantes, extrêmement fortes pour moi, qui aussi me mettent quelquefois un petit peu en colère contre la police allemande qui vraiment a tout raté, en colère un petit peu dans la manière dont on a jugé un petit peu tout le monde, parce qu'on le juge a posteriori. Mais nous, quand on était là-bas en 72, le 5 septembre 72, ce qu'on appellerait la famille olympique, parce qu'on était tous dans une famille olympique, les athlètes, les dirigeants, les entraîneurs, les journalistes, mais on s'imaginait pas un quart de seconde qu'un drame pareil puisse arriver. Surtout là, la notion de sanctuaire. Il y a plusieurs sanctuaires, les Jeux Olympiques, alors c'est un sanctuaire. Complètement. La trêve olympique, maintenant, ça peut être devenu un cliché. En 72, ça l'était pas. C'était un moment de bonheur et d'amour incroyable. C'était vrai que les athlètes se rassemblaient, s'aimaient, partageaient, et c'était un moment de bonheur invraisemblable. Donc toute la force et le drame de cette histoire, c'est d'abord les morts, mais c'est ce contraste justement entre l'esprit des Jeux Olympiques et puis la guerre, car c'est un acte de guerre. Comment ça se passe pour vous ? À quel moment l'apprenez-vous et quelle est votre réaction ? Il faut dire que la première fois que on a su qu'il se passait quelque chose, c'est notre bureau de l'AFP à Tel Aviv qui a eu la première alerte et qui a alerté Paris, et puis notre réseau se met en route. Moi, 28 ans, peut-être encore un petit peu jeune con, je sais pas. C'est le premier jour où il n'y a pas d'athlétisme, je couvrais l'athlétisme, et à l'AFP, on travaille à peu près 20 heures par jour sur les Jeux Olympiques. J'étais un petit peu fatigué, et le matin, je dors. Mon rédacteur en chef, vers 6 heures, vient cogner à ma porte. Il cogne, me dit-il, énormément. Je me réveille pas. Et quand vers 9 heures à peu près, je m'habille, je pars vers le bureau de l'AFP, qui est le bureau des Jeux, qui est un peu plus loin, je sens une atmosphère dans la rue
incroyable. Les gens et tout, je me mets à courir comme un dératé pour aller au bureau, je sens qu'il se passe quelque chose. On arrive là, mon red chef me dit « Bravo Charles, super, je suis allé te réveiller, tu dormais, il y a une prise d'otage. J'espère que tu vas te réhabiliter. » Là, je suis pris d'une rage après moi, mais d'une folie meurtrière en disant « Abruti, tu viens du fond de ta Bretagne, tu veux être journaliste, tu veux vivre des grands événements, t'es sur les Jeux Olympiques, il se passe quelque chose d'extraordinaire et tu dors. » Pauvre mec, quoi. Je dis « Bon, ok, tu pars au village olympique et puis toi. » Et là, je dirais que, même si après ce scoop a fait beaucoup de bruit, l'inspiration que j'ai, c'est la seule que je me reconnais où il n'y a pas de chance. C'est que il n'y a pas de portable et tout ça n'existe pas. Hein. Je remplis mes poches de pièces de 10 et de 20 pfennig qui me serviront éventuellement à téléphoner si j'ai quelque chose à dire. Ce réflexe-là, il est beau. Là, je me félicite, c'est bien ce que j'ai fait là. Ça rattrape pas ce que j'avais fait avant, c'est bien. Et puis, je pars au village olympique et là, je vis comme tout le monde. On est parqué à 50 mètres, pas plus, 50 mètres du pavillon. On voit ressortir leur chef très très souvent avec un chapeau blanc. Et puis, tous les 10 minutes, j'écris un petit texte que je passe à un copain qui l'envoie sur les téléscripteurs. On l'appelle chapeau blanc. On sait rien. On sait pas ce qui se passe. On a bien compris qu'il y avait une prise d'otage, que c'était des Fédaïnes, que c'était des Israéliens. On sait pas s'il y a eu un mort ou deux déjà on n'a pas entendu les coups de feu, c'était beaucoup plus tôt. Oui. On sait pas exactement ce qu'ils veulent. Les informations arrivent par bribes. Et comme ça, c'est une longue attente jusqu'à la fin d'après-midi, quoi. Où là, ça va s'accélérer. Parce que là, on a une information officielle qui nous dit les preneurs d'otages et leurs otages partent pour Fürstenfeldbruck, donc un aéroport militaire. D'ailleurs, c'est amusant, il n'y a rien d'amusant à cette affaire-là, mais beaucoup de gens ont cru que c'était le grand aéroport et sont partis au grand aéroport. Mais non, c'était un aéroport militaire qui était à 30 km. C'était à Villacoublay, munichois, quoi. Voilà, exactement, exactement. Et donc, à l'AFP, j'étais avec un de mes camarades, Jacques Collrat, qui était lui responsable du bureau de Bonn, et on avait un chauffeur, grand luxe à l'AFP à cette époque. Et on part aussitôt, on n'attend pas la fin, c'est-à-dire on n'attend pas le transport dans les petits minibus qui vont aller à l'hélicoptère et l'hélicoptère à l'aéroport, et on part tout de suite en voiture. Et quand on va arriver en voiture là-bas, les hélicoptères viennent d'arriver, parce qu'ils vont quand même plus vite que nous, mais on est assez bien placé, je dirais. Et là, Jacques Collrat reste devant la grande porte, on est deux, donc on a cette chance-là. Et moi, je dis, moi je vais faire le tour, ça a l'air de se passer sur les pistes. Je vais rentrer, 28 ans, un peu guerrier, footballeur breton, c'est capable de passer 3 barbelés quand même. Ben non, c'est pas capable de passer 3 barbelés, parce que d'abord, il y a des chiens avec des militaires, et puis les barbelés, ça déchire beaucoup plus que je ne pensais, et donc j'essaie de rentrer sur l'aéroport pour aller voir. Je ne vois rien, je vois une petite porte qui a l'air assez sympa, pas capable de l'ouvrir, et c'est à peu près à ce moment-là que les premiers coups de feu et que surtout cette grenade dans l'hélicoptère va exploser. Je vois une gerbe bleue, évidemment je peux pas oublier, au-dessus des pistes, et là je sais qu'un drame est en train de se nouer. Et ensuite, vous le voyez. Ensuite, je retourne vite à la grande porte, là où est tout le monde, et là on a un porte-parole de la police qui vient nous dire: écoutez, vous allez rentrer tous au village olympique, il va y avoir une conférence de presse avec le ministre le chef de la police, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Tout s'est bien passé, rentrez là-bas, c'est fini. C'est fini, mais je suis pas fou. J'ai entendu tirer, j'ai entendu des rafales, j'ai vu, je suis pas sûr que ça soit un hélicoptère, j'ai vu, pour moi c'était un avion qui vient d'exploser à ce moment-là. Nous dire que rien s'est passé, c'est pas possible. Donc je reste. C'est toujours le même problème. Je peux pas passer, je peux pas rentrer. Je retourne faire le tour de l'aéroport pour rentrer, et à ce moment-là, cette petite porte que j'avais repérée, qui était une espèce de poterne pour moi infranchissable, s'ouvre et sort un monsieur, costume, chemise blanche, cravate, seul, cheveux un petit peu frisés, le visage blanc, émacié, et je vais vers lui. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais la chance de parler allemand. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il me répond, on a tout manqué, tous les otages sont morts, et il y a 5 Fédaïnes et 3 prisonniers. Je reste planté dans le ciment devant une nouvelle pareille, parce qu'elle est énorme.
ce monsieur s'en va, et je me dis, réflexe de l'agence France-Presse, puisque vous êtes partenaire, il faut une source. Quel est ce monsieur qui vient de me dire ça? C'est peut-être un affabulateur. Donc je cours après lui et je lui dis, excusez-moi, vous êtes qui? Et il me répond, je suis monsieur Kronaviter, le maire de Munich. Donc déjà, la source, elle commence à être forte. Mais après, il faut décider, c'est vrai ou c'est pas vrai, ce qui se dit. Et là, ça se joue sur peu de choses. Ça se joue sur l'impression que j'ai eue en voyant ce monsieur, son visage avec quelques larmes, bien habillé, grand, beau, presque. Vous avez dit la source est fiable. J'ai dit c'est fiable, c'est bon, je fonce. Cabine téléphonique? Cabine téléphonique, voilà, les petites pièces. Juste pour la cabine téléphonique, je tombe heureusement sur 2 amoureux qui m'emmènent parce que j'étais à pied à ce moment-là. J'ai essayé de voler une voiture, c'est trop dur. Je sais pas comment ils font. J'arrive pas. Donc cabine téléphonique, l'AFP et le processus habituel, flash, bulletin, urgent, tous les otages sont morts. On est là. Il est 2h16. Charles Bietri, on va revenir au récit. On va écouter l'une des chansons qu'on écoutait en 1972. C'est le concept de l'émission, de nous transporter dans un univers médical, qu'est-ce que je dis? Musical, Véronique Sanson, comme je l'imagine. Charles Bietri, nous en étions restés lors de votre récit captivant à la pièce de monnaie, la cabine téléphonique et la transmission de l'information à partir d'une source fiable, le maire de Munich, c'est bien cela? J'ai jugé fiable. Bon, et là, vous donnez l'information, et qu'est-ce qui se passe après? J'ai l'impression qu'il y a une fenêtre de silence. Ah, il y a une énorme fenêtre de silence. Il y a même failli y en avoir une à l'AFP, parce que le rédacteur en chef qui est à Paris ne me croit pas, puisque tout le monde a donné, et toutes les autres agences surtout, qui sont nos rivales, nos concurrentes, ont donné la nouvelle que tout s'était bien passé, que tout le monde était vivant et qu'il n'y avait pas de soucis. Et donc, heureusement, j'ai un patron des sports qui était merveilleux, qui a appelé le rédacteur en chef, qui lui a dit, attends, garçon, quand on remonte à Paris, toi, t'existes plus. Si tu suis pas nos reporters quand ils sont au truc, donc on l'a donné, on a perdu 5 minutes, mais on l'a donné et on a été pendant 1 heure absolument les seuls à donner ça. Et c'était assez poignant, parce que je suis remonté dans la voiture avec mes 2 amoureux pour retourner à la porte centrale, et là on était en direct, la radio était en direct depuis Israël, où on entendait les chants de joie du peuple israélien dans la rue. Ils étaient descendus et ils chantaient, et moi je me décomposais au fil des minutes. Quel décalage. Oui, et puis je me disais, mais attends, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as dit? Mais c'est pas possible. Tu es devenu fou, quoi. Tu es le seul à dire qu'ils sont morts. Ok, c'est ton boulot, t'as eu ta source, t'es bien. Mais tu te rends compte si tu t'es trompé? Mais tu te rends compte si c'était trompé? Quand on voit ce qui se passe pour la fausse mort de Monsieur Bouygues, qu'est-ce que ça aurait été à ce moment-là, Et en plus, quand j'arrive à la porte, débute donc la conférence de presse au village olympique de toutes ces autorités. Et il parle, et il raconte depuis le début, la prise d'otage, le pavillon 3, la porte, machin. Et toujours pas l'info. Moi, je suis décomposé. Et c'est un des moments vraiment les plus terribles de ma vie, parce qu'à ce moment-là, je refuse de me poser la question, mais encore aujourd'hui, j'ai du mal à en parler. Est-ce que je souhaite que les otages soient morts et que mon information soit bonne? Ou bien est-ce que je souhaite qu'évidemment tout le monde soit vivant? Mais dans ces cas-là, ma carrière est terminée. De journaliste et même ma vie d'homme, parce que j'aurais beau aller me cacher à Carnac chez moi, on me retrouvera toujours, quoi. Donc c'est bien, je me pose la question, mais je réponds pas. Donc comme ça, je suis assez tranquille, je me réponds pas à moi-même. J'ose pas écouter la réponse. Bon, il y a un moment où il donne l'info quand même, où vous êtes, ça y est, vous savez que ce que vous avez propagé dans le monde entier est juste, est vrai. Eh ben ça, il faut presque 1 heure, il faut 58 minutes. Là, j'ai un grand soulagement. Ah, j'imagine. Et puis après, alors, je rentre au bureau, on commence à écrire, à faire les grands papiers. Puis là, c'est le petit moment de gloire, évidemment. Les journalistes, les radios, les télés viennent tous là. Il y a 150 journaux américains qui s'abonnent à l'AFP, toute la chaîne du Washington Post, dès le lendemain. Bon, voilà. Mais il n'empêche qu'on vient de vivre un moment, pour quelqu'un comme moi qui adore le sport, qui a vécu dans le sport, un moment tragique, parce que ça sera plus jamais pareil. Quand maintenant on va voir Red Star Guignon en foot, c'est plus pareil depuis Munich, parce qu'il y a aussi des forces policières, parce qu'on se dit il y aura peut-être un abruti, une grenade ou n'importe quoi. Tout est changé. Et puis ce qui m'a remarqué aussi, c'est que l'année suivante, je suis retourné voir Monsieur Kronaviter dans son bureau.
parce que on avait beaucoup parlé le maire de Munich. Le maire de Munich, l'un à l'autre, mais on s'était vraiment jamais vu vraiment, quoi. Donc, on a parlé. Ce qui m'avait permis de dévoiler à ce moment-là une deuxième info, c'est qu'ils étaient en relation avec un patron, les Fedaïn, et que ce patron était dans un pays du Maghreb, que je n'ai pas eu le droit de donner, et que je donnerai donc toujours pas. Et puis, la même année, je suis allé en reportage aussi dans un camp de Fedaïn, au Moyen-Orient, où là, ça a aussi été terrible, parce que c'était des gamins de 19-20 ans qui étaient à l'entraînement, et qui m'ont dit une phrase qui, aujourd'hui, est toujours la même. Ils m'ont dit, mais il n'y aura jamais de solution. Ou ils nous tueront, ou on les tuera. Mais ça finira jamais autrement. Il y a 43 ans. Et 43 ans après, la situation n'a pas changé. Pas du tout. Le conflit au Proche-Orient existe toujours, même si votre modestie doit en souffrir un peu. À partir de ce moment où vous donnez cette information avant les autres, et une information énorme, il y a deux choses. Si vous étiez trompé, c'était l'exil à Karnak. Oui. Après, c'est la gloire. Ça vous a propulsé dans votre carrière, j'imagine. Non. Ou après la carrière qu'on vous a vu faire, hein, vous aviez une grosse visibilité en télévision. C'est lié à ça ou non? Vraiment pas du tout. D'accord. Parce que c'est aussi l'AFP, c'est vraiment une école de l'humilité, du travail, où j'ai passé des heures, des années, 18 années absolument merveilleuses, mais où l'info du lendemain, ne serait-ce que pour dire que, je sais pas, Ibrahimovic a 4 matchs de suspension, c'est aussi important pour nos clients, entre guillemets, dans le monde entier, presque que ça. Donc non, ça m'a juste permis d'avoir une prime de 500 francs donnée par Jean Marin, notre mythique PDG. Je suis allé aussitôt acheter une magnifique mobilette bleue qui m'a été volée le soir même. Bien, Charbietri, je sais pas si je peux vous poser la question, il ne reste que 20 secondes. L'AFP aujourd'hui, avec la concurrence des réseaux sociaux, de l'information qui va vite, la différence c'est quoi? C'est que, au moins l'AFP, les informations sont... L'AFP, c'est médaille d'or par rapport aux autres. C'est tout. D'accord. Là, on est très en retard, me dit-on. Enfin, votre récit était passionnant. Je vous en remercie, Charbietri. Au revoir, à bientôt. Au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, la prise d'otage aux Jeux Olympiques de Munich